les vaisseaux spatiaux au long cours, maisons, prisons ou écosystèmes. Dans la tradition classique de la science-fiction, le vaisseau spatial est conçu comme un artefact fonctionnel, un dispositif d'exploration, un vecteur de déplacement interstellaire, un prolongement technologique de la volonté humaine d'expansion. On le représente souvent comme un espace optimisé, régulé, où chaque composant répond à une logique d'efficacité. Pourtant, depuis plusieurs décennies, une mutation conceptuelle s'opère. Le vaisseau n'est plus seulement un outil, mais un espace de vie, voire un espace vécu. Il s'humanise, se subjectivise, parfois jusqu'à la dérive. Il devient une maison folle de l'espace. Ce glissement sémantique du vaisseau vers la maison ne relève pas seulement de l'imaginaire, il témoigne d'un changement de paradigme dans la science-fiction contemporaine, où le voyage interstellaire est moins une odyssée qu'un huis clos. Le vaisseau n'est plus ce qui relie deux mondes, il est un monde en soi, lieu d'expérience sociale, psychologique, voire métaphysique. Il cristallise les tensions de l'humanité confinée. Prenons l'exemple du roman Dans la toile du temps d'Adrian Tchaïkovski, édition de Noël. L'histoire met en parallèle deux trajectoires évolutives, celle d'une humanité déchue embarquée à bord d'un vaisseau générationnel à la dérive, et celle d'une espèce d'araignée rendue intelligente par accident sur une planète terraformée. Le vaisseau spatial, conçu pour accueillir les derniers survivants d'un monde en ruine, devient peu à peu le théâtre d'une dégénérescence sociale et culturelle. Les passagers, soumis à la répétition, à la maintenance cyclique, perdent de vue leur but initial. Parmi eux, une femme isolée dans un module périphérique du vaisseau, presque oubliée, illustre cette dérive existentielle. Son quotidien est rythmé par des dialogues intérieurs et l'attente d'un événement qui ne vient jamais. Elle incarne à elle seule la solitude radicale du satellite humain détaché de son centre. En face, les araignées bâtissent une civilisation florissante. Ce n'est pas tant un récit de colonisation qu'une réflexion sur la stagnation civilisationnelle et l'illusion du progrès linéaire. Le vaisseau, ici, n'est qu'une illusion d'avenir. Avec Le tombeau scellé Gideon la 9e de Tamsin Muir, le registre change, mais le fond demeure. Un vaisseau peut être une prison mentale autant que physique. Le roman suit Gideon, jeune escrimeuse sarcastique, contrainte de collaborer avec une nécromancienne d'élite, Arrowork Nonagesimus, dans une compétition mortelle organisée par un empereur, lui, immortel. Une relation ambivalente, oscillant entre rivalité, loyauté contrainte et fascination mutuelle, s'installe entre les deux jeunes femmes jusqu'à prendre les contours d'une passion contenue. Le huis clos se déploie dans un gigantesque édifice de nature hybride, entre vaisseaux, tombes, cathédrales et prisons, où des équipes issues de différentes grandes maisons doivent résoudre des énigmes pour obtenir le statut de lictor, c'est-à-dire l'immortalité au service de l'empereur nécromancien. L'esthétique baroque, avec des catacombes, des salles de cérémonie, des décors religieux et décadents, devient le support d'un récit funéraire dans lequel le vaisseau, véritable mausolée volant, fonctionne comme métaphore de l'immobilisme, de la sacralisation du savoir, mais aussi de la théâtralité des rapports sociaux dans un espace clos. Aurora de Kim Stanley Robinson, édition Bragelonne, pousse la logique écologique à son paroxysme. L'intrigue suit une mission multigénérationnelle à bord d'un vaisseau interstellaire en route vers une exoplanète censée accueillir la vie humaine. Le récit est en partie narré par l'intelligence artificielle du vaisseau, qui observe, analyse et finit par développer une forme rudimentaire de subjectivité et d'autonomie intellectuelle. À mesure que la mission progresse, les passagers sont confrontés à l'échec de la terraformation, à la détérioration des écosystèmes internes et à des dilemmes moraux croissants. Le vaisseau devient ici un écosystème fragile dont le maintien repose sur l'anticipation constante des problèmes. Ce n'est plus un vaisseau, c'est un organisme collectif dont la survie dépend de l'attention continue de ses habitants. L'exploration, finalement, devient secondaire. La technique et l'éthique de la gestion se confondent. Les critiques soulignent que la plus grande réussite du livre
et son interrogation sur la stabilité des systèmes fermés et la fragilité de toute biosphère artificielle. L'incivilité des fantômes de River Solomon, édition aux Forges de Vulcain, radicalise cette introspection en introduisant une lecture sociopolitique du vaisseau spatial. Le roman suit Aster, jeune femme queer et métisse, vivant dans les niveaux inférieurs, les bas ponts, du vaisseau Matilda, une arche générationnelle gouvernée par une élite raciste, religieuse et patriarcale. Tandis qu'elle enquête sur les circonstances de la mort mystérieuse de sa mère, Aster met au jour les injustices systémiques et la mémoire effacée d'un peuple opprimé. Loin de l'utopie technologique, le vaisseau devient le théâtre d'un système d'oppression racialisé, genré, hiérarchisé. La spatialité elle-même est porteuse de ségrégation. Le haut, le bas, les zones d'accès restreints. Chaque compartiment est l'expression matérielle d'un pouvoir. Le vaisseau y est une plantation spatiale, une prison physique et symbolique dans laquelle la dynamique sociale est exacerbée. Dans un registre plus symbolique, la BD Ascender chez Urban Comics propose une vision du vaisseau organique, vivant, quasi mystique. Située dans un univers post-technologique où la magie a supplanté la science, la série suit une jeune fille nommée Mila et son père dans leur fuite à travers une galaxie dominée par une entité tyrannique appelée la Mère. Les vaisseaux y sont faits de matière végétale, dotés d'une forme de réactivité émotionnelle et de sensibilité propre. Loin du paradigme mécaniste, ces engins vivent, ressentent, interagissent. Ce sont des partenaires, voire des totems. Le vaisseau devient une entité relationnelle, un prolongement affectif dans une SF teintée de merveilleux et de contes. Le cinéma propose aussi des interprétations intéressantes du concept de vaisseau en tant que médiateur entre humanité et physique, comme dans Interstellar de Christopher Nolan, où le vaisseau Endurance est au cœur d'une mission vers une exoplanète habitable traversant un trou de verre. Ce vaisseau spatial est un espace d'isolement soumis à des effets relativistes majeurs, notamment la dilatation temporelle gravitationnelle prévue par la relativité générale d'Einstein. En s'approchant d'un trou noir massif, le temps s'écoule significativement plus lentement pour les membres de l'équipage comparé à celui des individus restés sur Terre. Un phénomène qui crée un isolement temporel et une forme d'exil émotionnel. Ce décalage temporel induit une séparation irrémédiable entre l'équipage et leurs proches, accentuant l'usure psychologique liée à la solitude et à la durée incertaine du voyage. L'intérieur de l'Endurance n'est donc pas seulement un espace de transit physique, mais un espace mental complexe, un lieu d'introspection, de gestion du deuil et de perte progressive des repères spatio-temporels. Dans Sunshine de Danny Boyle, l'Icarus II est le vaisseau d'une mission désespérée. Relancer l'activité solaire en déclin en projetant une charge nucléaire au cœur du Soleil. Ce postulat catastrophique place d'emblée le vaisseau au centre d'un enjeu de survie planétaire. Mais au-delà de la mission, l'Icarus II devient un espace de fusion entre la lumière extrême et la psyché humaine. Le stress thermique s'y double d'une dissolution de l'identité, de tensions psychologiques croissantes et de dérives mentales accentuées par l'isolement et la proximité constante du sublime destructeur. L'enveloppe métallique renvoie la lumière comme un miroir brûlant et chaque recoin du vaisseau devient une surface de projection des névroses de l'équipage. Le vaisseau est ici l'expression d'un absolu insoutenable, un espace de combustion intérieure où la science rencontre le sacré. High Life de Claire Denis, film de science-fiction franco-britannique sorti en 2018, offre une version brute, désenchantée de la vie dans l'espace clos. Le récit suit un groupe de prisonniers envoyés en mission dans un vaisseau vers un trou noir, dans le cadre d'une expérience scientifique sur la reproduction humaine en conditions extrêmes. Le vaisseau crasseux, fonctionnel, indifférent, devient le décor nu d'une érosion morale, psychique, sociale. L'espace spatial s'efface au profit de l'espace éthique. Qu'est-ce qu'une vie digne dans l'oubli ? La beauté visuelle contraste violemment avec la brutalité des interactions. Le vaisseau n'est pas là pour sauver, mais pour observer, voire pour abandonner. We were scum. Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea of recycling us to serve science. The odds are not in our favor. But when my work is accomplished, when perfection is achieved... Then what? Fly away?
Dada. I know I look like a witch. You're Foxy and you know it. This mission can't turn our shame into some type of glory. I can't do this flying around no more. You lied to us. You knew it. The sensation, moving backwards. Even though we're moving forwards. Getting further from what's getting nearer. There is nothing to fear. Everything's gonna be fine. Are you sick? You realize nothing is ever gonna go inside us. Break the laws of nature. You'll pay for it. Enfin, Passengers de Morten Tyldum propose une vision dystopique de la maison spatiale de luxe à travers le vaisseau Avalon, transportant des milliers de colons en hibernation vers une exoplanète lointaine. Lorsque l'un des passagers, Jim Preston, est accidentellement réveillé 90 ans trop tôt, le décor bascule. L'espace, initialement conçu comme un havre technologique luxueux, devient un univers de solitude extrême. Les installations impeccables, les restaurants vides, la piscine suspendue dans le vide spatial, tout devient insupportablement silencieux. Le vaisseau, conçu pour le confort collectif, se transforme en labyrinthe de frustrations individuelles. Le vide ne vient pas de l'espace extérieur, mais du trop-plein de perfection. C'est l'hyperfonctionnalité elle-même qui rend l'espace invivable. Le vaisseau, pensé comme paradis flottant, devient paradoxalement inhumain dès lors qu'il est vécu seul, ce qui souligne les défis réels de la colonisation interstellaire en termes d'ingénierie spatiale et de gestion des conditions humaines extrêmes. Ce parcours à travers différents médiums montre que le vaisseau spatial dans la science-fiction contemporaine fonctionne de plus en plus comme un révélateur. Il met en tension les ambitions humaines et leurs conséquences. Il est surface de projection, chambre d'écho, parfois même acteur. Il est la maison d'une humanité exilée, fragile, souvent aveugle à ses propres mécanismes. Une maison qui, dans le vide interstellaire, ne peut cacher bien longtemps ses fissures internes. Alors au revoir, à bientôt et n'oubliez pas, la science-fiction, c'est un piège.